I'm going to interrupt you, Senator McCain. These are the first pictures we have in. This is from Somerset County, Pennsylvania. This is where the United Airlines flight, I believe it is 176, went down. 2/3 of the plane had buried itself in the ground or disintegrated on impact. No piece of wreckage was larger than a telephone book. No identifiable bodies were found. Just what happened on that plane is now up to the FBI and other federal agencies who are in charge of the investigation. They've set up a command post behind me, and there's construction work going on here so that communications and what becomes now a recovery project can go on. Witnesses have said that they saw the plane actually flying upside down with the tail down, and that it plunged into the earth at least a 60-degree angle, possibly straight down, which would account for the small crater about 20 feet around and at least 10 or 20 feet deep. The bulk of the remains of that plane and all the 45 people who are on board may be buried deep in that crater just in the field beyond these. You know, I get up there and I look around, John, and it was like, I mean, it's like, where's the plane? You know, I mean, there was just pieces, just small pieces you could pick up and put in your palm of your hand. Aucun avion inconnu ne s'approche du Pentagone ou de la Maison Blanche. Ça n'arrive jamais. À Washington, nous avons une des zones aériennes les plus restreintes du monde, la zone P-56. Elle a ses propres systèmes de radar et de réponse militaire. P-56 est l'espace aérien restreint autour du Pentagone et de la Maison Blanche. C'est une zone très sensible qu'aucun avion inconnu n'est supposé traverser. Une zone d'identification pour la défense aérienne s'étend dans un rayon de 80 km autour de Washington. Ensuite, une zone protégée de 27 km de rayon entoure le Washington Monument. Et une zone intérieure protégée de 5 km de rayon entoure le Capitole. En gros, cet espace est inviolable. C'est obligé à cause de l'importance des bâtiments. C'est comme un no man's land aérien, car personne n'y entre. Personne. Ils ont des F-16 et F-18 à la base d'Andrews, à 15 km de Washington. Ils ont aussi la branche aérienne de la Garde nationale, basée sur la côte, qui peut aussi envoyer des chasseurs très rapidement. Toutes les deux sont opérationnelles. Aucune ne répond avant que le Pentagone soit frappé. En plus, le Pentagone possède son propre système de défense. Si un avion, quel qu'il soit, s'approchait du Pentagone, alors pourquoi les batteries anti-aériennes n'ont pas tiré pour protéger le bâtiment? Après tout, c'est le bâtiment le plus protégé au monde. Cet avion devait être un avion militaire, parce que seuls ces avions-là émettent le signal d'identification ami ou ennemi, appelé système IFF. Et seul un avion militaire serait autorisé à s'approcher. Le radar de la défense militaire reconnaît deux systèmes de radar. Il s'agit des transpondeurs de l'aviation civile et de l'aviation militaire. Le transpondeur militaire s'appelle IFF. Et les avions civils ne sont pas équipés de transpondeurs IFF. Ils n'en ont pas le droit. Bon, si un avion 757 d'American Airlines était près du Pentagone, par exemple, s'il avait éteint son transpondeur, il n'avait pas de transpondeur militaire IFF.
C'était donc une cible. Une cible, dès son entrée dans cet espace-là. Il aurait dû être abattu. Ce que je vous décris, c'est le non-respect des procédures de base commis le même jour par la FAA, le NORAD, le P-56 et le Pentagone au milieu d'une attaque terroriste connue depuis 9h05. Ça n'a pas de sens. Personne n'y en. Après tout, c'est le bâtiment le plus protégé du monde. Ça n'a aucun sens. Le Pentagone symbolise notre puissance militaire dans le monde. Elles l'ont attaqué. Et à ce jour, on ignore toujours s'ils ont utilisé un avion ou un missile. Notre gouvernement ne nous le dira jamais. Il faudra juste attendre que les Français nous l'expliquent. What hit it? What's going on? Les États-Unis dépensent chaque année 892 milliards de dollars pour défendre leurs citoyens et leur territoire. C'est le pays le mieux protégé du monde, selon le président Bush. Pourtant, le 11 septembre, le cœur de l'Amérique a été attaqué depuis le ciel. 3000 Américains sans défense ont été tués dans leur propre ville. Si j'avais siégé à cette commission qui étudiait le 11 septembre, l'unique question que j'aurais posée, à laquelle le NORAD n'a jamais voulu répondre clairement, était pourquoi les chasseurs n'ont-ils pas décollé automatiquement dès les premiers détournements? Chaque fois qu'un avion de ligne dévie de sa trajectoire, ou perd la communication radio, ou perd le signal transpondeur, chaque fois qu'une de ces trois choses arrive, l'avion est censé être intercepté. Le 11 septembre, ces trois conditions étaient réunies. Et pourtant, il n'y a pas eu d'interception. Ces avions ont circulé entre 20 et 90 minutes, sans jamais être interceptés. Alors pourquoi n'a-t-on pas intercepté et abattu les 4 avions détournés? Les avions militaires volent beaucoup plus vite que les avions de ligne. Cela aurait été facile de les attraper avant les impacts. Cet avion atteint une vitesse maximale de Mach 2,05. Ça veut dire qu'il vole 2 fois plus vite que la vitesse du son. Il vole donc à environ 2400 km/h. Au nord-est des États-Unis, il y a 16 bases aériennes militaires. Alors pourquoi les Boeing n'ont-ils pas été interceptés? Un des plus grands mensonges accuse les contrôleurs d'incompétence. Quand nous perdons un avion, nous agissons. On ne reste pas là à traîner. Non. On suit la procédure. Quand les contrôleurs ont vu le vol 11 dévier de sa route, perdre son transpondeur et tout le reste, ils n'ont pas tous foncé à la machine à café. En 2001 jusqu'en septembre, il y a eu 67 cas d'urgence aérienne. Pour envoyer un chasseur, il faut entre 6 et 10 minutes. Ils l'ont fait 67 fois cette année-là, lors des alertes. Mais on n'a eu aucun cas où l'on a ignoré une urgence aussi longtemps que le 11 septembre. Plus tard, beaucoup de gens disaient que le président devait donner son autorisation pour abattre un avion. Ce n'est pas vrai. Un pilote de chasse en a la responsabilité et l'autorité. Il est habilité à prendre la décision d'abattre un avion s'il juge que la situation le nécessite. Ce serait le cas ici. Vous n'avez pas besoin d'attendre un ordre militaire. Vous n'avez en aucun cas besoin d'attendre un ordre. Ce n'est pas une option, c'est la loi. Ça fait partie du travail d'un pilote de chasse. C'est ce que vous avez à faire, à moins que l'on vous ordonne de rester au sol.
Avant 1970, il y avait une seule façon d'envoyer les avions de chasse, et c'était immédiatement. Ensuite, dans les années 70, on a eu des détournements d'avions dans notre espace aérien, et là, la réponse n'était pas très rapide. On ne voulait pas que les pirates de l'air sachent qu'on était là derrière eux. Donc on y allait plutôt lentement, de façon furtive. On a donc instauré un deuxième protocole. Le protocole détournement était lent parce qu'il fallait l'accord du Pentagone avant de faire décoller les chasseurs. Ces deux protocoles étaient en vigueur jusqu'au 1er juin 2001, 3 mois avant le 11 septembre. En juin 2001, Rumsfeld, le Pentagone et l'armée ont changé les procédures. Au lieu d'avoir deux protocoles, rapides et lents, ils sont passés à un seul, lent. Si on avait réagi immédiatement face à ces cas d'urgence aérienne, les chasseurs auraient été en route et ces avions-là n'auraient jamais atteint leur cible. Mais quand les contrôleurs ont essayé d'alerter l'armée, car il n'y avait qu'un protocole à suivre, demandez au Pentagone. Et devinez qui n'a pas répondu au téléphone? Le Pentagone. On peut faire une analogie pour qu'on comprenne bien ce qu'a fait Rumsfeld. À la caserne, les pompiers reçoivent un appel. Mais avant de pouvoir partir avec leur camion, il faut appeler le maire de la ville pour qu'il autorise la sortie du camion. Et que se passe-t-il s'il fait la grasse matinée et ne répond pas au téléphone? Regardons bien ces images, filmées juste après l'attaque du Pentagone. L'un des hommes qui aide à l'évacuation d'un blessé est le ministre de la Défense Donald Rumsfeld. Mais n'est-il pas en charge de la défense des États-Unis? Alors que le pays est attaqué, pourquoi n'est-il pas à son poste de commandement? Et le 12 septembre, ils ont encore changé les protocoles. Retour au premier, le rapide, qui est en vigueur actuellement. Voici comment le Pentagone de Rumsfeld a géré cette affaire. Ils sont passés d'un protocole à l'autre. Au lieu d'avoir un rapide et un lent, ils ont pris lent. Et le 12 septembre, ça marche mal, reprenons le rapide. Landing speeds are about 5 times less than the speeds reported on 9/11 at the World Trade Center. The interviewed pilots were able to impact the World Trade Center as done on 9/11, on first attempt, at landing speed. It's a whole different animal when attempting to do the same thing at more than 150 knots over maximum operating speed for the type aircraft. The slightest pressure doesn't even have to be an actual movement on the steering wheel or what we call yoke will produce very large changes in aircraft direction, or even structural failure. They could not hit those buildings. At the high speeds, they couldn't do it. This is what happens when you exceed such maximum operating limits set by the manufacturer. Granted, there is a safety margin built into the maximum operating limits, but there is a reason limits are assigned to aircraft, as you can see here.
L'évidente incapacité de ces pilotes amateurs à piloter les appareils de la façon dont ils ont volé, ajoutée à l'absence totale de preuves qu'ils se sont trouvés à leur bord, pose un sérieux problème. Si ce n'était pas eux, alors qui était aux commandes des 4 avions? Car il y a une chose sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est qu'aucun pilote de ligne ne ferait jamais s'écraser son avion contre le Pentagone ou contre les tours jumelles de New York. Même avec un pistolet contre la tempe, une fois qu'il aurait compris qu'il n'y a plus rien à faire pour lui, un pilote l'aurait fait plonger dans la mer au dernier moment ou dans une zone moins peuplée. I don't believe any airline pilot would intentionally fly into the World Trade Center, even with a gun at his head. It is inconceivable to me that any airline pilot would allow anyone to force him to fly into an inhabited building. I cannot imagine how any pilot could be conscious or capable of doing anything to control that airplane at the time that it was directed at one of these buildings. Mais alors, qui était aux commandes? Ce qui pourrait sembler une hypothèse fantaisiste a pourtant été suggéré par des journalistes télé 10 minutes après l'impact contre la seconde tour. That is a very large aircraft. Would be enormously significant if someone was able in some way to get their hands on a 727 or a similar sized commercial aircraft and then crash it in. Ollie? Jim, what you're saying could be a drone aircraft. That's an aircraft that's guided electronically to its target without having a pilot. Now that is a possibility as well. Ce qui a fait naître les soupçons sur la nature exacte de ces avions, ce sont les vitesses exceptionnelles auxquelles ils ont traversé l'atmosphère à aussi basse altitude, proche du niveau de la mer. Comme nous le savons tous, une personne peut facilement courir dans l'atmosphère à sa vitesse maximum, mais elle ne peut pas le faire dans un milieu plus dense comme l'eau. Si elle était poussée à le faire à la même vitesse, cette personne risquerait de perdre un bras et ses jambes, vu l'excès de résistance qu'elle rencontrerait. La même chose peut arriver aux avions si on les pousse au-delà de leurs limites de sécurité. À 10 000 mètres d'altitude, l'air est très raréfié et l'avion peut tranquillement voyager à sa vitesse maximale, soit 800 km/h, sans rencontrer de résistance excessive. Mais à peine commence-t-il à descendre qu'il doit réduire sa vitesse car l'atmosphère se densifie, faisant augmenter la force de frottement sur les parois externes de l'avion. Une fois sous les 3000 mètres, la vitesse recommandée tourne autour de 300 km/h. En fait, chaque avion a sa propre vitesse opérationnelle appelée VMO qu'il ne doit jamais dépasser à basse altitude près du niveau de la mer. Le terme jamais n'est pas là par hasard. Si la VMO est dépassée, un phénomène appelé flutter peut survenir et peut rapidement causer des dommages irréversibles à l'appareil. Le phénomène de flutter peut se déclencher sur tout type d'appareil, des grands bombardiers aux plus petits avions de tourisme. Une fois la VMO dépassée, non seulement les ailes et la queue sont en danger, mais le fuselage aussi peut souffrir de la pression de l'air causée par la vitesse. C'est ce qui s'est produit avec le vol Air China 006 qui a dépassé sa vitesse maximale opérationnelle alors qu'il cherchait désespérément à reprendre de l'altitude après l'arrêt d'un de ses moteurs. For the first time, Captain Ho takes manual control of the plane. Airspeed 270, 280. The plane is about to exceed its maximum speed. Approaching VMO. The stress of the dive tears the landing gear doors off the plane. It has VMO. Emergency. Emergency. Heureusement que le pilote est parvenu à reprendre le contrôle de l'appareil et à effectuer un atterrissage d'urgence. Les dégâts causés par ce dépassement de la VMO sont clairement visibles sur tout l'avion. La vitesse maximale opérationnelle d'un Boeing 767, comme deux des avions détournés, est de 660 km/h. Pour un Boeing 757, comme les deux autres avions, c'est un peu moins, 650 km/h. Malgré cela, les 4 avions ont enregistré des vitesses supérieures à 800 km/h, alors qu'ils volaient près du niveau de la mer, sans montrer aucun signe de dégâts structurels et en restant parfaitement sous contrôle, tandis qu'on les dirigeait vers leur cible. American 11 hit high up in the North Tower, around the 93rd floor, going a pretty astonishing rate of speed, almost 500 miles an hour. Here comes a very large target, descending rapidly, very fast. Diving very steeply and very fast. It was fast, very fast. United Flight 175, streaking through the skies over New York at more than 600 miles an hour, barely missed colliding with another commercial flight. The back of my neck stands up when we talk about the hijacking. We watched the speed, very high rate of speed. I believe it was about 600 knots southbound, which was extremely unusual for an air carrier. D'après le NTSB, pendant la descente de 3600 à 1800 mètres, la vitesse au sol de l'avion est restée entre 920 et 960 km/h.
L'avion a ensuite percuté le World Trade Center 2 à la vitesse de 940 km/h. Nous sommes donc 300 km/h au-dessus de la vitesse maximale opérationnelle d'un 767. Le vol 77, lui aussi, a étonné les contrôleurs aériens pour sa vitesse d'approche de Washington. It was an unidentified plane to the southwest of Dulles, moving at a very high rate of speed. I slid over to the controller on my left, and I asked him, "Do you see an unidentified plane there southwest of Dulles?" And his response was, "Yes." "Oh my gosh, yes. Look how fast he is." Full throttle. Full out. L'appareil a effectué une descente circulaire à environ 600 km/h avant d'accélérer et de s'écraser contre le Pentagone à pratiquement 850 km/h. Alors qu'il volait à 1500 mètres d'altitude, United 93 a entamé une série de manœuvres brusques à droite et à gauche à la vitesse de 500 km/h. Il s'ensuivit 2 minutes de manœuvres similaires vers le haut et vers le bas en approchant des 600 km/h. Malgré cela, Ziad Jarrah, à qui l'on avait refusé de voler sur un simple avion monomoteur, a réussi à maîtriser ces montagnes russes sans jamais perdre le contrôle de l'avion. Et alors que l'avion descendait, il a même continué à accélérer jusqu'à ce que l'avion aille s'écraser dans un champ à Shanksville, en Pennsylvanie, à plus de 900 km/h. Ces vitesses exceptionnelles, atteintes à basse altitude, ont soulevé bien des doutes parmi les ingénieurs en aéronautique et les pilotes, et particulièrement ceux qui avaient déjà volé sur les avions détournés le 11 septembre. I flew the 2 actual aircraft which were involved in 9/11, the flight number 175 and flight 93, the 757 that allegedly went down at Shanksville, and flight 175 is the aircraft that's alleged to have hit the South Tower. I don't believe it's possible for a terrorist, a so-called terrorist, to train on a 172, then jump in the cockpit of a 757, 767 glass cockpit, and vertical navigate the aircraft, lateral navigate the aircraft, and fly the airplane at speeds exceeding its design limit speed by well over 100 knots, make high-speed, high-bank turns, pulling probably 5, 6, 7 Gs, and the aircraft would literally fall out of the sky. I couldn't do it, and I'm absolutely positive they couldn't do it. How do you feel about United 175 reaching 510 knots? Physically impossible. To have a clocked airspeed of 510 knots with a commercial airliner at sea level is physically impossible. Flight 175 that hit the second tower, they said it was going at roughly 560 miles an hour at sea level. No, that's impossible. You need so much power to push yourself through that air. So the engines have the right amount of horsepower for cruising at 30,000 feet at 500 plus miles an hour. To do that at ground level, you need 6 times that amount of power. Those engines can't put out 6 times more power. If you changed out the motors so they were motors that had 6 times the thrust, then theoretically you could, but then the structure is not strong enough. Under all circumstances, I'd say an absolute resounding no. To me, it's impossible. Any pilot that has been in a commercial jet would probably laugh at if you said 510 knots. Is it possible to fly over 500 miles an hour at sea level? No. It would be above the indicated airspeed would be greater than its maximum speed at sea level. Even, say if it was even in a shallow type of dive, would it be able to? Any airplane can be dive, of course, then you've got the assistance of gravity, right? But there comes a point where the drag of the air overcomes the aerodynamics of the airplane. Pour en avoir le cœur net, ce chercheur a appelé Boeing Corporation. It has to do with the maximum speed of a 767-200 at 700 feet altitude. For 200? Yeah, 767-200, yeah. I had asked some people, and they assumed it would be about 250 miles an hour or something. That sounds pretty likely because at 35,000 feet it's 530 miles. So there's no way that it could be going 500 miles an hour at 700 feet altitude then. Not that fast. Question. Pouvez-vous nous prouver qu'un Boeing 767 équipé de ses moteurs habituels est capable de voler pendant 2 minutes à plus de 900 km/h à basse altitude sans subir de dommages structurels?
Pouvez-vous expliquer comment des pilotes amateurs qui n'ont jamais volé sur un jet de leur vie peuvent réussir à garder le contrôle d'un avion volant à plus de 300 km/h au-dessus de sa VMO? Et pourquoi des terroristes déjà chanceux d'être arrivés en vue de leur cible voudraient-ils compromettre toute l'opération en soumettant l'avion à de telles contraintes qu'il pourrait s'écraser au sol avant d'avoir accompli leur mission? L'histoire de la trajectoire de l'avion est très paradoxale. On n'arrive pas à comprendre comment, pour descendre jusqu'au niveau du mur du Pentagone, il a pu virer de 270 degrés alors que sa vitesse était de l'ordre de 800 km/h. C'est vraiment une manœuvre très difficile. Et je vous affirme qu'un pilote expérimenté, avec des milliers d'heures de vol, aurait probablement besoin de 10 à 20 essais. Un pilote vraiment doué, probablement 10 ou 20 fois, avant d'être capable de réussir cette manœuvre. Un 757 n'est pas conçu pour faire ça. Un 757 est conçu pour être un paquebot de croisière volant. Ce n'est pas acrobatique. On ne fait pas ça avec un avion de cette taille. Quand les contrôleurs aériens à l'aéroport de Dulles l'ont vu virer sur le radar, ils ont cru voir un chasseur. Car il n'y a que les chasseurs militaires qui peuvent faire ça. On peut les piloter à distance. Ils ont d'autres capacités. Ils sont vraiment conçus pour pouvoir faire ce genre d'acrobatie. Parmi les absurdités les plus absurdes, il y a aussi l'altitude de l'avion lors de son arrivée. Il aurait suivi les variations du terrain à 6 mètres du sol pendant 1 kilomètre, tout en sautant une colline. Puis, il a traversé une route, arrivant finalement face au bâtiment sans faire d'autres virages, car il n'y avait plus d'espace. Selon leur histoire, la vitesse du vol 77 était de 850 km/h. Et vous ne pouvez pas aller aussi vite pour une trajectoire plane aussi basse. À haute altitude, c'est possible, vous pouvez aller aussi vite, mais pas si près du sol. L'air est trop dense. Alors leur explication du crash au Pentagone, ça n'a aucun sens. Une fois identifié, le pilote Annie Anjour et même son instructeur de vol, cet instructeur a déclaré que son élève n'était même pas capable de piloter un avion monomoteur. Ces gars n'avaient pas d'expérience, même si l'avion en avait été capable. L'homme ne savait pas du tout piloter. Il est impossible de passer d'un Cessna 172 à un avion de ligne qu'on n'a jamais piloté avant. J'apprends à découper la dinde à Noël et le lendemain je fais une grève du cœur. Non seulement nous n'avons aucune image des 19 pirates de l'air dans les 3 aéroports utilisés le 11 septembre, mais nous n'avons même pas un aperçu de leur voix dans les enregistrements des boîtes noires du cockpit. Les détournements ayant duré entre 18 et 41 minutes, nous aurions dû avoir presque 2 heures d'enregistrement continu de tout ce qui s'est passé dans la cabine de pilotage des 4 avions. Nous aurions dû entendre les bruits de lutte des terroristes se battant contre les pilotes pour s'emparer des cockpits. Nous aurions dû entendre les conversations en arabe lorsque les terroristes tentaient de savoir où ils se trouvaient et décidaient de la meilleure façon d'atteindre leur cible au plus vite.
Mais nous n'avons rien entendu de cela. Pour l'American 11, qui a frappé la première tour, on nous a expliqué que l'enregistreur de conversation du cockpit n'avait jamais été retrouvé. Concernant le vol United 175 qui a percuté la deuxième tour, on nous a également dit que l'enregistreur de conversation n'avait pas été retrouvé. Pour l'avion qui s'est écrasé contre le Pentagone, on nous a expliqué que l'enregistreur avait été retrouvé mais qu'il était tellement endommagé que son contenu était inutilisable. C'est très curieux, étant donné que les boîtes noires sont spécialement conçues pour résister aux températures les plus extrêmes et aux chocs les plus violents. Planes have two so-called black boxes, actually painted orange to make them more visible. They're kept at the back of the plane. Two shells of stainless steel and a heat protective material shield the flight data recorder and the cockpit voice recorder. They can withstand pressure down to 6,000 meters and heat of 1,100 degrees centigrade. Pour le vol United 93, on nous a dit que l'enregistreur de bord avait été retrouvé et qu'il était en bon état de conservation. Mais pour une raison inexpliquée, son contenu n'a jamais été publié. En décembre 2001, les membres des familles de victimes ont envoyé une demande formelle au FBI pour qu'il publie l'enregistrement des conversations captées dans le cockpit du vol 93. Réponse du FBI, même si nous partageons la peine des familles, nous ne pensons pas que l'horreur qui se dégage des enregistrements faits dans le cockpit pourrait les consoler en aucune façon. En fin de compte, les seuls fragments de conversation des supposés pirates de l'air que nous ayons sont ceux enregistrés par les contrôleurs aériens situés au sol quand les terroristes ont apparemment appuyé sur le mauvais bouton en voulant s'adresser aux passagers. Curieusement, le pirate d'un autre vol a fait exactement la même erreur. Mais ces enregistrements peuvent aussi bien avoir été transmis par quelqu'un d'autre depuis n'importe où. Ils ne prouvent pas que les terroristes étaient à bord des avions. En fait, on est fondé à suspecter l'exact contraire. Tout comme les images de Portland semblent compenser de façon providentielle l'absence totale d'images des 19 terroristes dans les 3 aéroports. Ces courtes séquences sonores, apparemment dues à des erreurs de manipulation, compensent de façon providentielle l'absence totale des conversations que nous aurions dû entendre sur les enregistreurs de bord des 4 cockpits. La situation devient encore plus invraisemblable lorsqu'on s'intéresse aux 4 enregistreurs de paramètres de vol des avions. On nous a dit là aussi que les enregistreurs de paramètres de vol des 2 avions qui ont percuté les tours n'ont jamais été retrouvés. Durant les mois qui ont suivi la destruction des tours jumelles, chaque débris quittant Ground Zero a été méticuleusement inspecté dans l'espoir de retrouver d'éventuels restes humains. That's when we decided the very least that we can do. If we can't bring them home to their families alive, then we'll stick it out and bring them home to their families. There wasn't a piece of rubble that left that pit that wasn't gone over with a fine-tooth comb. Ce travail a continué jusqu'à la fin du déblayage. The pile that you see in the background there is what remains of one of the towers. A tractor basically comes in, takes a shovel full of it, and then he feathers it out across the field out there. The guys take rakes and they rake through it. It's very tedious, but we find bones constantly. Comme si cela ne suffisait pas, le même travail de fouille s'est répété à Fresh Kills, dans le New Jersey. Every single piece of debris, having already been combed through at Ground Zero, went through 3 more passes under the careful eyes of officers and agents of the FBI and the NYPD. Malgré tout, on nous demande de croire que les 4 boîtes de couleur orange clair, presque indestructibles, contenant les enregistreurs de voix et les données de vol, ont échappé à cette fouille si méticuleuse qu'elle a permis de retrouver des dizaines de montres, bijoux, billets, documents personnels et même des pièces de monnaie. On nous a dit que les enregistreurs de données de vol de l'avion du Pentagone et de celui tombé en Pennsylvanie ont été retrouvés en bon état. C'est de ces enregistreurs que proviennent les animations montrant les trajectoires des vols American 77 et United 93. Mais ces 2 enregistreurs posent un gros problème. Sur chaque enregistreur de vol est fixée une plaque métallique portant le modèle exact et le numéro de série de l'avion. Cela permet de toujours associer une boîte noire avec l'avion sur lequel elle est installée, tout en fournissant d'importantes informations techniques. Comme l'explique le NTSB, le numéro de série est utilisé pour savoir quand le constructeur de la boîte noire est passé d'une configuration mémoire à une autre. Ces informations sont nécessaires pour récupérer correctement les données. Dans pratiquement tous les accidents aériens répertoriés par le NTSB ces 20 dernières années, les numéros de série des enregistreurs de voix du cockpit et des données de vol sont mentionnés. Mais dans les rapports sur les vols 77 et 93, pour une raison inconnue, ils n'y figurent pas.
Un chercheur indépendant a adressé plusieurs requêtes formelles au NTSB, à l'aviation civile et au FBI pour demander des informations sur ces numéros de série manquants. Ces requêtes ont toujours été refusées. Les numéros de série des deux enregistreurs n'ayant jamais été publiés, il n'est pas possible de savoir s'ils proviennent bien des vols 77 et 93 ou s'ils ont une toute autre origine. Nous nous retrouvons finalement dans une situation paradoxale où le contenu de 6 boîtes noires sur 8 n'a jamais été rendu public, tandis que celui des 2 dernières ne peut pas être vérifié. Pour ce que nous en savons, les 4 avions qui se sont écrasés le 11 septembre pourraient tout aussi bien être radicalement différents de ceux qui sont partis des aéroports ce matin-là. Mais du coup, une question devient inévitable. S'il s'agissait d'avions militaires télécommandés et non d'avions de ligne, alors que sont devenus tous les passagers? Il est certain que personne ne peut répondre à cette question. Mais nous savons une chose, c'est que dès les années 60, la CIA avait déjà développé des plans d'opération secrètes prévoyant un échange entre un avion plein de passagers et un drone militaire. L'un de ces plans, appelé Opération Northwood, détaillait comment substituer un avion de ligne par un drone sans que le contrôle aérien s'en aperçoive. Après l'échange, l'avion civil allait atterrir sur une base militaire. Le drone poursuivait la route prévue, apparaissant sur les radars comme l'avion original et était téléguidé vers sa cible. Nous ne savons pas ce que sont devenus les passagers, mais une chose est sûre, ceux qui ont appelé leurs proches avec des téléphones mobiles n'ont pas pu le faire depuis les avions en vol. Peu après le crash du vol 93, des rumeurs circulaient à propos d'appels effectués par plusieurs passagers utilisant leur portable depuis les avions détournés. We are being hijacked. We are being hijacked. Those frightening words were uttered by a passenger aboard United Flight 93 who was able to call emergency personnel on his cell phone before the plane crashed in western Pennsylvania. And tonight we're getting reports of cell phone calls from at least 3 of those 4 flights. On the second flight that came out of Boston, that was the second flight of the day and also went into one of the Twin Towers of the World Trade Center, there was a businessman who got off 2 cell phone calls to his father. CNN commentator Barbara Olson, wife of U.S. Solicitor General Ted Olson. She reportedly called her husband twice on a mobile phone to tell him her plane was being hijacked. Le problème est qu'en 2001, il était pratiquement impossible d'appeler avec un téléphone portable depuis un avion en vol. Le principe de base de la téléphonie cellulaire est qu'elle utilise des transmetteurs à basse consommation pour des raisons de coût et aussi pour augmenter la durée des batteries. C'est à l'antenne réceptrice au sol de capter et d'amplifier leur signal avant de le rediriger sur le réseau de communication. Il est communément admis qu'au-dessus de 3000 mètres, la plupart des téléphones mobiles cessent d'être utilisables. Les avions de ligne circulent normalement vers 10 000 mètres d'altitude. Les auteurs de Popular Mechanics soutiennent pourtant que les téléphones cellulaires continuent à fonctionner depuis un avion en vol, même aux plus hautes altitudes. David Dunbar. With regard to the cell phones, we did what any reporter would do. We talked to experts in the field, and in fact, cell phones do work at that altitude, up to 35,000 feet and higher. And in 2001? In 2001, and it might be instructive for you to talk to some of the cell phone experts. Plutôt que de s'en remettre aux experts, la télévision japonaise a décidé de faire le test elle-même. En 2003, ils ont mené une expérience près de l'Ontario, au Canada, afin de vérifier la portée des téléphones cellulaires à différentes altitudes. The cellular phone system used in the experiment in Canada is the one used in the United States. 3 cell phones, each from different telephone companies, were used. The experiment begins at 1,000 feet. Hello? Hello, I'm calling from cell phone A. What's up? Quite a happy trading sounds okay? The results were the same with the other 2. Next we went up to 4,000 feet. Then... No, not on me. Company B's phone stopped working at 4,000 feet. And when the aircraft rose to 6,000 feet, Company A's phone also became useless. At 8,000 feet, none of the 3 cell phones worked anymore. No service on A, no service on B, no service on C. In other words, at an altitude of 35,000 feet, cell phones would have been totally useless. Mais au-delà du problème de l'altitude qui rend ces téléphones inopérants, se pose celui de la vitesse. Appeler avec un téléphone mobile depuis un avion, ce serait comme le faire depuis une voiture roulant à 800 km/h. La connexion devrait continuellement passer d'une station réceptrice à la suivante, et ainsi de suite.
La procédure de transfert entre deux antennes réceptrices est appelée hand-off. Elle repose sur une triangulation permanente entre les tours réceptrices pour déterminer la position exacte de l'appelant. Quand l'unité mobile approche de la zone de hand-off, la première tour voit le signal s'affaiblir et se prépare à transférer l'appel à la seconde. Quand cette dernière capte un signal suffisamment fort pour le prendre en compte, la procédure de transfert est activée. Si tout va bien, l'appel est rerouté dans le système par la nouvelle antenne réceptrice. Mais la vitesse à laquelle un avion traverse les zones de hand-off est tellement élevée que les tours n'ont pas le temps d'effectuer les procédures de transfert. L'appel serait donc coupé et la personne devrait recommencer son appel depuis le début. Si l'on cumule les problèmes posés par l'altitude et par la vitesse, il devient évident que les chances de pouvoir appeler avec un téléphone portable depuis un avion en vol sont pratiquement nulles. Même après 2001, les problèmes d'altitude et de vitesse sont restés inchangés. Dans un article du Washington Post daté de 2005, on peut lire « La plupart des téléphones mobiles ne peuvent pas atteindre les antennes réceptrices quand ils sont à plus de 3000 mètres d'altitude. L'autre obstacle technique consiste à pouvoir transférer l'appel d'une tour à l'autre lorsque l'appareil se déplace à 800 km/h. Et même 10 ans après le 11 septembre, ceux qui essaient d'utiliser leur téléphone mobile depuis un avion en vol obtiennent le même résultat. » Une fois qu'il fut clairement établi que les passagers n'avaient pas pu appeler avec leur téléphone portable depuis les avions, la version officielle sur ce sujet s'est faite considérablement plus confuse et ambiguë. Theodore Olson, qui avait dit à la presse avoir reçu 2 appels portables de sa femme Barbara, a changé sa version par la suite, expliquant qu'elle avait en réalité utilisé un téléphone de bord. Et lorsque le rapport de la commission fut publié en 2004, il ne restait plus qu'une seule mention très générique de ces appels téléphoniques, à savoir, à un moment donné, les passagers et les membres d'équipage ont commencé à effectuer toute une série d'appels depuis les téléphones de bord de la compagnie GTE et depuis leurs portables. Il n'est pas précisé lesquels ont été passés avec les portables et lesquels avec les téléphones de bord. Lors du procès Moussaoui, les autorités ont soigneusement évité d'être trop précises à ce sujet. Cette animation flash fait partie de la documentation officielle. Elle contient toutes les informations essentielles sur les 4 avions détournés. En cliquant sur l'un des vols, on peut voir la liste des passagers. Et si l'on clique sur l'icône du téléphone, en bas, les passagers qui ont passé les appels sont surlignés. En cliquant sur le nom des passagers, on voit la liste des appels. Pour chacun des appels, nous sont fournis l'heure de début, la durée, la partie initiale du numéro appelé et le nom de la personne qui a reçu la communication. Mais le numéro d'où est parti l'appel n'est jamais indiqué. La seule information disponible est l'endroit dans l'avion d'où est parti cet appel, dans ce cas la rangée 30. Comme si les autorités voulaient suggérer que ces appels avaient été passés depuis les téléphones de bord, sans toutefois l'écrire noir sur blanc. Dans 2 cas seulement, les autorités précisent qu'il s'agissait de téléphones portables. Le premier était destiné au numéro des urgences aux USA, le 911, et a été effectué par un passager qui s'était enfermé dans les toilettes qui n'ont pas de téléphone de bord. Le deuxième est un appel passé par l'hôtesse de l'air Cissy Lyles à son mari, qui décrira plus tard à la télévision sa surprise d'avoir reçu un appel du portable de sa femme. Once the phone got disconnected, then I sat up in the bed like it was like I just woke up. I'm like, was that a real call? So I looked at the caller ID and noticed that it was a call and it was from her cell phone. And I'm like, okay, wait a minute. How can she call me from on the plane from a cell phone, because cell phones don't work on a plane? That's what I'm thinking. Et puisque seuls ces 2 appels de portable ont été reconnus par les autorités, les debunkers ont tous adopté la position de seulement 2 appels en provenance de téléphones portables. Le telefonate non sono state fatte con i cellulari, sono state fatte con gli earphone. In soli 2 casi è stato usato un cellulare, quindi quelle 2 telefonate brevissime, frammentarie, sono state fatte quando l'aereo era una quota perfettamente compatibile con la rete cellulare americana. Mais il y a d'une part les appels de portable admis officiellement et d'autre part les appels qui ont réellement eu lieu. Dans les jours qui ont suivi le 11 septembre, le FBI a interrogé plusieurs personnes qui avaient reçu des appels de leurs proches depuis les avions. Et leur rapport raconte une histoire tout à fait différente. L'un de ces rapports explique qu'à partir d'environ 6h30 du matin PST, c'est-à-dire 9h30 heure de New York, Dina Burnett a reçu entre 3 et 5 appels du portable de son mari, Thomas Burnett. Madame Burnett a pu vérifier que son mari utilisait bien son portable car l'identification de l'appelant montrait son numéro de portable. Pour l'un seulement de ces appels, le numéro de l'appelant n'était pas visible car elle était déjà en ligne avec quelqu'un d'autre. D'après la documentation officielle, Thomas Burnett a passé 3 appels. Le premier à 9h30, le deuxième à 9h37 et le troisième à 9h44. Et donc, Burnett a utilisé son téléphone portable pour au moins 2 de ces 3 appels. À 9h30, l'avion se trouvait à 10 000 mètres d'altitude et continuait de monter.
À 9h37, il volait vers 11 000 mètres et montait toujours. À 9h44, il était encore à 6 700 mètres d'altitude et se déplaçait à 600 km/h. Aucun de ces appels ne paraît envisageable avec un téléphone cellulaire depuis cet appareil en vol. D'après un autre rapport, un passager du vol United 93, Jeremy Glick, a vu les pirates de l'air dans l'avion et a utilisé son portable pour appeler Madame Mackley, sa belle-mère, pour la prévenir du détournement et parler à sa femme Lisbeth. D'après le FBI, Lisbeth n'a entendu aucun bruit de fond particulier pendant cet appel. La ligne était de bonne qualité, comme s'il appelait depuis la pièce d'à côté. La communication avec le portable a été interrompue à 9h55. Glick a appelé à 9h37, ce qui signifie que la communication a duré 18 minutes sans interruption pendant que l'avion volait entre 11 000 et 13 000 mètres d'altitude, à la vitesse moyenne de 600 km/h. Si cet appel a bien été émis depuis l'avion en vol, seul un miracle a permis à cet appel de durer aussi longtemps. Lauren Grancola possédait un téléphone portable et il semble qu'elle l'ait prêté à une autre passagère, Honor Wanio. Wanio a appelé ses parents à 9h53, au moment où l'avion volait à 3000 mètres d'altitude et presque 700 km/h. Elsa Strong a reçu un appel de portable de sa sœur, Liza Gronlund, une des passagères du vol United 93. Gronlund a appelé sa sœur à 9h46, alors que l'appareil se trouvait encore à 5000 mètres d'altitude et volait à 600 km/h. Marion Brighton se trouvait elle aussi à bord de United 93. Son fiancé a reçu un appel du portable de Marion pendant le détournement. Elle expliquait à son petit ami, Fiyu Mano, qu'elle avait emprunté le téléphone portable d'une passagère. Marion a appelé Fiyu Mano à 9h49 alors que le vol United 93 se trouvait à plus de 4000 mètres et volait à presque 600 km/h. Peter Hanson, un passager du vol United 175, a contacté sa mère avec son téléphone portable et lui a dit que l'avion avait été détourné. Le père de Peter, Lee, a dit qu'il a résisté à la tentation de rappeler son fils car il ne voulait pas le mettre encore plus en danger en faisant sonner son téléphone portable dans l'avion. Peter Hanson a appelé 2 fois ses parents, à 8h52 et à 9h. À 8h52, l'avion volait à plus de 10 000 mètres d'altitude. À 9h, il se trouvait encore à plus de 5000 mètres et se déplaçait à la vitesse extraordinaire et pour tout dire pratiquement impossible de 900 km/h en arrivant proche du niveau de la mer. Brian Sweeney était également l'un des passagers du vol United 175. Le FBI a écrit que, lorsqu'elle a eu connaissance des attentats, sa femme, Julie Sweeney, est revenue à la maison et a trouvé sur son répondeur un message que son mari lui avait laissé avec son portable. Sweeney a passé son appel à 8h58 entre les deux appels d'Hanson alors que l'avion volait à plus de 7000 mètres d'altitude. Même s'il est possible d'envisager que l'un de ces appels ait réussi à se connecter momentanément par une série de coïncidences fortuites, il est évident que tous n'ont pas pu être passés depuis les avions détournés. Question. Étant donné les limites du système de téléphonie cellulaire en 2001, pouvez-vous démontrer que les appels des passagers effectués avec leur téléphone portable et mentionnés dans les rapports du FBI ont pu être effectués à haute altitude aux vitesses indiquées et pour les durées précisées pour chacun d'entre eux? Nous savons que les appels ont bien été passés, puisque personne n'a jamais douté du fait que des proches les ont reçus. Cela nous amène à l'hypothèse assez dérangeante de la substitution des avions. Les passagers auraient pu être contraints d'appeler leur famille, de prétendre qu'ils étaient à bord, alors qu'en réalité ils avaient déjà atterri quelque part. Plusieurs faits plaident en faveur de cette hypothèse. L'un d'eux est l'appel passé par un téléphone de siège depuis le vol 93 par Todd Biner à une opératrice de la société GTA, Liza Jefferson. C'est par Liza Jefferson que le monde entier a eu connaissance du fameux cri de guerre « Let's roll, allons-y ». When he told the guys, "Are you ready?" I assumed that they were waiting on his cue. Then they responded to him and he said, "Okay, let's roll." La commission du 11 septembre a établi que le détournement avait débuté à 9h28. Todd Beamer a contacté Liza Jefferson à 9h43, soit 15 minutes après le début du détournement. Le rapport du FBI confirme que Jefferson a bien reçu l'appel de Beamer vers 8h45 heure centrale, soit 9h45 sur la côte Est. Mais la teneur de la conversation ne correspond pas au récit officiel. D'après Jefferson, Beamer a appelé pour les avertir du détournement imminent de l'avion. Il a déclaré que 3 individus, 2 avec des couteaux et 1 avec une bombe fixée à sa ceinture rouge, se préparaient à prendre le contrôle de l'avion. Jefferson estime avoir parlé avec Beamer pendant 7 minutes avant que les pirates de l'air armés de couteaux ne réussissent à s'emparer du cockpit. Cela place le détournement à 9h52, alors qu'il est officiellement survenu à 9h28. L'écart est énorme.
Comment Beamer a-t-il pu décrire des événements censés se dérouler sous ses yeux alors qu'ils avaient déjà eu lieu presque une demi-heure avant? Comment les terroristes ont-ils pu se préparer à prendre le contrôle du vol à 9h45 alors qu'ils se trouvaient déjà dans le cockpit depuis 15 minutes? Le FBI a également écrit que Jefferson avait remarqué l'inhabituelle absence de bruit de fond durant l'appel, chose que Liz Glick avait également notée. De plus, les enregistrements montrent que l'appel de Beamer a duré pratiquement 1 heure et que la ligne est restée connectée après le crash. Nous n'avons jamais été coupés, a déclaré Jefferson. Quand une ligne est coupée, on entend un son différent. Je n'ai jamais perdu la connexion. C'est juste devenu silencieux. D'après le FBI, Jefferson est resté à l'écoute jusqu'à ce qu'elle apprenne que le vol 93 s'était écrasé. Question. Étant donné que les téléphones de bord sont alimentés par le système électrique de l'avion, comment une ligne peut-elle rester connectée 45 minutes après la désintégration complète de l'appareil au sol? Tout cela nous amène à nous demander si Beamer était réellement à bord de l'avion en train d'observer les événements, ou bien s'il ne faisait que dépeindre depuis un autre lieu une situation imaginaire écrite au préalable. Pour accréditer cette hypothèse, il y a aussi le message tragique de l'hôtesse Cissy Lyles laissé sur le répondeur de son mari, juste avant qu'elle ne lui parle brièvement depuis son portable. Comme elle le suggère elle-même, nous devons écouter très attentivement. Tuesday, 9:47 a.m. Hi, baby. Baby, you have to listen to me carefully. I'm on a plane that's been hijacked. I'm on the plane. I'm calling from the plane. I want to tell you I love you. Please tell my children that I love them. Là aussi, nous pouvons remarquer l'absence du bruit de fond typique à bord des avions. I don't know what to say. There's 3 guys. They've hijacked the plane. I'm trying to be calm. We're turned around. Après avoir dit au revoir, elle semble réajuster le combiné et murmurer quelque chose dans le micro. I hope to be able to see your face again, baby. I love you. Bye. End of message. Même après plusieurs écoutes, il est difficile d'entendre d'autres mots que « it's a frame », c'est un piège. Quoi qu'il en soit, les questions soulevées par les appels téléphoniques n'y changent rien. Les appels de téléphone portable confirmés par le FBI ne peuvent pas avoir été donnés depuis les avions en vol. Il faudra que quelqu'un explique d'où ils provenaient. Satam al-Sakami's passport, discovered below the Twin Towers. Well, Dan, not far from here, a passerby found the passport of one of the hijackers. How does a passport fly out of a man's pocket through a 400-mile-per-hour airplane crash, survive 9,000 gallons of jet fuel, and land intact on a sidewalk 1,000 feet below? Mahed Maked and Nawaf al-Hazmi's ID cards discovered in the wreckage at the Pentagon. An ID, Saeed al-Ghamdi's passport, Ahmed al-Nami's driver's license, passport photos, and a business card found in Shanksville. Le 12 septembre, le ministre de la Justice américain, John Ashcroft, déclare au monde entier que le passeport de l'un des pirates a été retrouvé près des débris de Ground Zero. Ils nous disent que tout ce qui se trouvait à l'intérieur des tours a brûlé ou bien a été pulvérisé. L'acier a été liquéfié, mais le papier a survécu.